simplement partager par rapport à notre échange un regard à croiser sur l'international par rapport à ce que je peux en connaître, ou en tout cas partager un peu l'expérience. Donc j'ai noté 3 points. La planète vin et prendre l'exemple des États-Unis où je passe beaucoup de temps à New York en particulier. Ensuite, parler de l'e-commerce et la livraison à domicile, mais ça a déjà été abordé tout à l'heure, mais juste pour échanger quelques sujets sur le sujet. Et ensuite, parler des émergences, de nouvelles tendances et parfois de l'accélération de quelques nouvelles tendances. Donc, et puis évidemment, répondre à des questions si on a. Donc, globalement, la filière vin, telle que je l'aperçois, avec un angle très international, si on oublie la France 2 minutes, tout le monde se pose la question et c'est pas qu'en Champagne ou qu'en France, je dirais que c'est quoi l'avenir, comment on y va avec un peu un numéro d'équilibriste qui est assez partagé par tout le monde par rapport à l'inconnu. Et si on regarde les dernières statistiques, notamment de production sur l'hémisphère sud, c'est plutôt en berne, hein, puisque c'est en recul sur l'Amérique du Sud. L'Afrique du Sud est en train de dire qu'ils ne vont pas faire d'exportation. Donc, il y a un vrai sujet de production en général. Et ce que j'ai remarqué à travers quelques échanges depuis 3 ou 4 semaines, notamment en Californie ou en Italie, c'est qu'il y a un vrai problème de main-d'œuvre qui est assez généralisé pour l'entretien des vignobles. Alors, je ne sais pas si c'est partagé en Champagne, mais en tout cas, il y a un vrai problème de sujet de main-d'œuvre. Globalement, l'effet Covid-19, c'est une consommation qu'on estime à moins 30% d'après les informations qu'on peut lire un peu partout, mais vous verrez que le prochain document, le prochain slide traite de ce sujet de moins 30% de consommation, principalement dû au fait que les cafés, hôtels, restaurants ne sont pas ouverts. Ça doit affecter particulièrement Champagne d'ailleurs. Et donc, on peut se rendre compte qu'il y a quelques sujets qui émergent, hein, des vieux dragons qui émergent, comme la distillation. On parle de distillation en France, c'est quelque chose qui était un peu inconcevable il y a quelques semaines encore. Et globalement, on constate que la consommation, elle est vraiment en berne partout. Donc, ça ne va pas nous consoler, nous, en France, mais enfin, en tout cas, elle est en berne dans tous les pays. J'ai souvent des contacts avec des amis ou collègues en Italie, aux États-Unis, bien sûr, en Chine. Bon, la consommation est en berne partout, au UK aussi. Donc, globalement, ça fait une situation qui est très complexe mondialement dans la filière vin. Les trésoreries sont tendues, ça c'est vrai partout aussi. Les intermédiaires très affaiblis. Quand je parle à des importateurs à New York, par exemple, ou sur la côte ouest ou en Chine, un des sujets majeurs, et je pense qu'il faut faire très attention à vos exportations, il y en a beaucoup qui sont dans une tension très très forte de cash. Et donc, il faut quand même qu'ils puissent payer vos factures si vous exportez. Et donc ça, c'est très très très... C'est un vrai sujet en tout cas. Pour moi, c'est un souci majeur, parce qu'envoyer de la marchandise, c'est bien, mais si on n'est pas payé, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, on peut regarder, on a constaté depuis quelques semaines que les assureurs, j'imagine que ceux qui exportent ont des assurances bien souvent, ne couvrent quasiment plus les clients. Donc ça, c'est aussi un sujet qui, à mon avis, est un vrai sujet lié aux exportations. Donc c'est aussi un risque qui est la conséquence de cette crise, c'est que les acteurs importateurs et distributeurs sont relativement peu couverts, et c'est particulièrement vrai. J'ai des exemples très concrets d'importateurs dans le Massachusetts, par exemple, qui sont des importateurs établis, de belles familles, depuis 50 ans, et l'assureur dit on ne veut pas couvrir parce que l'État du Massachusetts à Boston est confiné. Donc ça pose des vraies questions, en tout cas ça bloque vraiment le système et les expéditions et donc les ventes. Donc, il y a un vrai challenge global qui, à mon avis, va être la production mondiale de vin. Alors, c'est sûr qu'en Europe, on ne voit pas très clair encore, hein, c'est un peu tôt. On n'est pas encore à l'abri de quelques intempéries hautes. Donc, mais en tout cas, dans l'hémisphère sud, c'est clair que la production sera plutôt à la baisse cette année. Donc, ça va amener, à mon avis, quelques tensions diverses et variées. Juste pour que vous sachiez, en Californie, je prends l'exemple des États-Unis que je connais bien, on produit 22 millions d'hectos de vin, on en consomme 30. Donc il faut bien qu'ils importent 7, 8, 10 millions d'hectos. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'Américains, notamment en Californie, qui s'interrogent sur d'où est-ce qu'ils vont sourcer leur vin, etc. Donc ça, c'est un sujet. Donc c'est un peu tôt pour en parler, mais en tout cas, ça va être un grand sujet.
J'ai repris un élément là dans ce slide-là qui sont les propos émanant de Paul Rocca, que vous avez sûrement vu dans Vin et Spiritueux, la lettre verte, là, qui parle un petit peu des vendanges 2020, alors pour les coups qui sont achevés, et qui estime une baisse de 5% à environ 50 millions d'hectos, avec quelques aléas climatiques en Argentine, au Chili. Bon, des aléas climatiques, on sait qu'on les connaît, c'est pas le début et c'est pas la fin, donc on sait que ça va arriver, mais globalement, c'est un élément de la production qui va être, en plus du Covid, un vrai sujet et un sujet récurrent. En Australie, c'est pareil, etc., etc. Donc globalement, ce rapport dit qu'il y aura un recul du volume global estimé à peu près à 12% par rapport à 2018, soit 260 millions d'hectos, et qui dépasserait environ de 16 millions d'hectos l'estimation de la consommation mondiale à 244 millions d'hectos. Donc ça laisse à peine de quoi couvrir les usages industriels autres que ce qui va à la vinification. Donc il y a quand même un sujet qui sera, pour lequel on verra plus clair en fin d'année ou en début d'année prochaine, mais il me semble qu'en tout cas, c'est un vrai, vrai grand sujet, ce sujet de la production qui va être assez déstabilisé en plus de la consommation de la consommation qui est en chute. On l'estime à 35% en CHR en Europe. Ça, c'est les propos tenus par Oroca de l'OIV. Donc ça, c'est quand même pas, enfin, c'est pas de très bonne nouvelle. Alors après, un petit flash sur les États-Unis. Ça, c'est une photo de New York un peu désert, ce qui est assez rare. Mais je voulais juste donner un petit angle économique sur les États-Unis. D'abord, vous l'avez sûrement lu dans la presse, mais les États-Unis, il y a, à l'heure où on se parle, environ 25 à 30 millions de chômeurs. Pour vous donner une idée, aux États-Unis, il y a le chômage structurel, il y a un mois et demi, 2 mois, enfin, avant le Covid, c'était 4%, presque le plein emploi, on pourrait dire 3,8, 4%, et ça correspond environ à 6 millions de chômeurs structurels aux États-Unis. Aujourd'hui, on est entre 25 et 30, pour vous donner une idée. Donc, c'est quand même un chômage massif qui est apparu en 3 ou 4 semaines, hein. Voilà un graphique qui vous montre que le chômage n'a jamais été aussi important aux États-Unis. 23 millions, c'était le 15 avril, et la semaine qui s'est écoulée dans les derniers jours estime à 26, 27 millions. Donc pour vous donner une idée, voilà le nombre de chômeurs aujourd'hui aux États-Unis. Donc c'est des gens qui sont plutôt issus de la classe moyenne, qui n'ont pas beaucoup de couverture de santé, qui n'ont pas beaucoup d'épargne. On estime l'épargne moyenne d'un couple, la middle class, à 10 000 dollars, qui vit à crédit sur sa carte de crédit, qui vit dans le confinement, et donc il ne peut pas aller travailler, avec en général des contrats de travail qui peuvent se terminer sous quelques jours sans préavis particulier. Donc en fait, ces gens-là ne vont pas consommer, et encore moins du vin, et encore moins du champagne, parce qu'ils vont d'abord se nourrir, et il y a quelques millions d'Américains qui sont comme ça, sans parler du fait que la plupart des magasins, je prends l'exemple de New York, sont fermés, évidemment. Donc ça, c'est un arrêt assez terrible de la consommation, qu'on ne perçoit peut-être pas encore dans les stades, parce qu'il y a une forme d'inertie. Mais globalement, on va le sentir vraiment sur les expéditions rapidement, si ce n'est pas déjà le cas. Donc les conséquences de tout ça, et là je prends juste l'exemple des États-Unis, c'est que la consommation, je viens de le dire, il y a un arrêt vraiment extrêmement brutal. Alors, c'est ce qui a été dit par l'intervenante précédente, c'est-à-dire qu'il y a un rebond massif de l'e-commerce et ce que j'appelle le D2C, le Direct to Consumer, et un recentrage sur la consommation essentielle. Et ça, c'est particulièrement vrai aux États-Unis aujourd'hui. Je crois que c'est vrai un peu partout sur la planète, pour être franc. Je trouve qu'en tout cas, c'est un fait marquant aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça du tout. Ça, c'est le premier point sur la consommation. Donc, une émergence de l'e-commerce, Amazon et Co. L'économie, elle est particulièrement en berne aux États-Unis, un peu comme partout, mais pour vous donner une idée, il y a le 27 mars, le président Trump a voté une mesure du Sénat, du Congrès, pardon, de 2, presque 5 000 milliards de dollars d'aide, 2,5 000 milliards. C'est plus que le PIB de l'Italie, et c'est un petit peu moins que le PIB de la France annuel. Donc ça, c'est le montant de l'aide, c'est énorme, c'est 10%, c'est plus de 10% du PIB américain. Donc pour vous dire qu'il y a un besoin massif d'aide
aux États-Unis pour la classe moyenne, pour les entreprises, pour les PME. Et notamment, quand je pense aux PME, je pense aux importateurs, je pense aux distributeurs, je pense aux magasins dans un État comme New York où la distribution de vins, de spiritueux, de champagne passe par un réseau de spécialistes de manière obligatoire. C'est les fruits ou la conséquence de l'histoire depuis la prohibition de l'organisation de la distribution d'alcool, et c'est particulièrement vrai comme dans un État comme New York. Donc tous ces magasins, ils ne peuvent pas fonctionner. Donc ils ont vraiment besoin d'aide parce qu'ils ont licencié tout le personnel et on ne peut pas acheter, à part dans quelques sites Internet divers et variés, sachant que tous ne peuvent pas pour des raisons légales. Donc tout ça, ça amène, je crois que ça va amener plus de protectionnisme. Alors ça, ce n'est pas une information non plus. Il y a eu la fameuse taxe de 25% sur certains vins, certaines origines, mais qui est en vigueur fortement. Et puis une préférence nationale dans la consommation. Mais je crois que ça, c'est vrai aussi. Mais aussi dans l'immigration. C'est pour ça que je mettais sur ce document les visas. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de nouveaux visas pour aller aux États-Unis. Les travailleurs, pour ça qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre d'ailleurs. Donc, il y a un vrai sujet de protectionnisme qui est particulièrement vrai aux États-Unis. Et évidemment, le rebond, il faut surtout penser au rebond dans ce contexte-là qui n'est pas très enchanteur, mais en tout cas, il faut toujours travailler la résilience et le rebond. Et donc, évidemment, il y a tout ce qui a été dit précédemment, je ne vais pas le répéter, mais le développement digital et choisir les bons intermédiaires. Parce que le développement digital, il sous-entend aussi qu'il y a des intermédiaires. On pourra revoir ce sujet un peu plus tard. Et je crois que c'est un moment vraiment extrêmement intéressant, et ça a été dit lors de l'intervention précédente, pour revoir la chaîne de la valeur et la proposition de valeur de chaque entreprise, de chaque vigneron, de chaque négoce, de chaque coopérative, bref, de ceux qui sont les acteurs du marché. C'est un moment vraiment très fort pour repenser ça. Alors, tout ce qui est e-commerce et vente de proximité, je ne vais pas répéter ce qui a été dit précédemment, mais qu'on aille en Chine ou qu'on aille partout sur la planète ou aux États-Unis, eh ben, on est dans ce sujet d'aller consommer ou de commander en ligne. Et donc, ça, c'est vraiment très, très, très actif. Alors, il faut savoir, je prends l'exemple des États-Unis, que ce n'est pas si simple de commander en ligne parce que la distribution d'alcool est quand même régie par certaines lois liées à la distribution d'alcool, donc, et qui est très légiférée aux États-Unis. Par exemple, en Chine, il n'y a pas ces lois. On peut commander une bouteille de vin sur Internet très facilement en Chine. On ne peut pas si facilement le faire aux États-Unis pour plein de raisons, ou en tout cas pas forcément dans tous les États dans les mêmes conditions. Et donc, il faut peut-être se rassurer sur notre contexte français finalement et profiter peut-être de cette je partage vraiment ça. Oui, c'est on n'a pas ces blocages, quoi. Non, d'un point de vue légal et juridique, je dirais, en tout cas la législation liée à la distribution d'alcool, en France, on est très privilégié, tant au niveau de la taxation qu'au niveau de la liberté de commercer soi-même d'une manière ou d'une autre des vins via le net ou via quel que soit le sujet d'ailleurs. Alors que si on prend, vous connaissez l'Europe du Nord, vous connaissez les États-Unis ou le Québec, on ne peut pas commander comme ça si facilement n'importe comment en ligne. Donc en France, oui, on est assez privilégié